Bienvenue sur ma chaîne Twitch. Aujourd'hui, vous allez assister au premier épisode de Ficus et Dynamo, qui sont les deux personnes à droite et à gauche de votre écran, et qui s'occupent d'interviews de personnes du monde artistique. Peut-être autres, qui sait, à l'épisode 50, on recevra un éboueur. Je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à follow la chaîne si jamais vous aimez. Et puis voilà, pour vous présenter rapidement, parce que je suppose qu'il y a plein de nouveaux qui viennent d'arriver, c'est une chaîne Twitch où il se passe plein de choses différentes, où j'ai plein de projets différents, de jeux de société, de théâtre, d'interviews, de jeux vidéo, de plein de choses. Donc voilà, plus le temps avance, plus il y aura des choses qui vont se passer sur cette chaîne. C'est donc un peu the place to be. Bon, j'arrête mon discours commercial, je vais couper mon micro, disparaître de votre écran et laisser la parole à Ficus et Dynamo. Bonne interview. Et bien le bonjour à tous. Bienvenue sur la première interview de Ficus et Dynamo. Bonjour. 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 Ravie d'être là. Notre invitée du jour, du coup, Elisa Grossman. C'est moi-même, effectivement. Ficus, comment ça va? Oh, bah, un peu stressé. Moyen bof, hein? Moyen bof. Moi, ça va très bien. Je suis hyper à l'aise. Je suis très bien. Ça va, le décor vous plaît? Ah, j'adore. Le setup est incroyable et je suis honorée du coup d'être la première invitée sur ce live. Bah nous aussi Ouais. du coup. Mais tout à Super. fait. On est tous ravis d'être là. Merci d'avoir répondu présente pour Oui, bien cette sûr. première interview. Qui êtes-vous? Qui es-tu? Comment ça va? Alors, tout d'abord, ça va très bien. Tout va très bien. Du coup, moi, c'est Elisa Grossman. J'ai 23 ans, bientôt 24, et je suis photographe. Oh, dites-moi. Voilà. Dites-moi, Sympa, ça. vous voulez en savoir plus Non merci, c'est la fin de l'interview. D'accord. Allez, au revoir, Je m'en c'est vais. sympa. Eh bien, je suis photographe mode artistique. Je me définirais de cette manière et je fais de la photo depuis maintenant 3 ans. Voilà, je vais bientôt fêter les 3 ans en décembre. Je suis ravie de vous l'annoncer. Et puis voilà, je fais ça depuis 3 ans professionnellement et c'est cool. Et voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus ton univers? Alors, mon univers est très vaste dans le sens où ce que j'aime dans la photo, c'est jouer avec les corps, donc de toute diversité et dans un style un peu rétro, un peu onirique aussi. J'ai cherché mes mots avant l'interview, il fallait que je trouve 3 mots pour définir mon univers. Mais je le définirais comme ça et voilà, toujours dans un univers rétro, pop, très coloré, avec beaucoup de couleurs saturées. Et voilà, je le définirais de cette manière aujourd'hui. Avec quel matériel tu travailles pour tes photos? Alors, je shoote principalement au numérique. J'ai commencé au numérique au début, j'ai commencé avec un 77D. Je ne sais pas si ça vous parle ou si ça parle aux spectateurs. Pas qui du sont tout. parmi nous. Dites-le nous dans les commentaires. Dites-le nous dans le chat. Donc je travaille avec un 77D et j'ai commencé aussi avec un objectif 35 mm de chez Sigma qui est parfait pour les portraits d'ailleurs. Donc j'ai commencé assez fort vu que j'ai mis 2000 € quand même dans mon matos. Voilà, on voit les choses en grand. On est sur le budget là. Donc ouais, j'ai commencé avec ça et par la suite, il y a quelques mois, j'ai changé pour un 6D Mark II, toujours de la marque Canon. Et depuis quelques temps, je fais un peu d'argentique, mais ça reste plutôt pour ma vie perso, pour mes projets. Ok. Parce que du coup, qu'est-ce que t'aimes dans l'argentique? Alors, ce que j'aime dans l'argentique, c'est l'approche de la photo en général qui n'est pas du tout la même que le numérique, dans le sens où dans le numérique, on va vachement shooter. Ça va mitrailler, on va dire. Dans l'argentique, pour moi, enfin pour ceux qui connaissent, c'est du coup c'est à pellicule et on a un nombre de photos dans la pellicule, donc soit 12, soit 36. Et du coup, la démarche est différente parce que on a un nombre de photos limité et on va plus penser à la composition de la photo et c'est ça que j'aime bien. Et ça me permet du coup dans le numérique d'être plus attentif justement à ça. À la compo et ne pas mitrailler justement. Ça a changé mon approche du numérique. Éviter de faire 2000 photos et après de se dire J'en ai trop. Il y en a J'ai trop de que photos, ça. ce qui m'arrive encore souvent, mais j'ai diminué. Avant, j'étais vraiment... J'espère qu'il n'y a pas de photographe sur le chat en numérique parce que j'étais à 800 photos pour un shoot d'1 heure, alors que maintenant, j'en suis à 300, 200, donc c'est cool.
J'ai vachement diminué. On dirait une maladie, c'est horrible, mais J'ai divisé. non, c'est cool. J'appuie un peu moins Oh, sur le putain. bouton. Ouais, non, c'est cool. On passe à la présentation du parcours. Bah oui. Allez, allons-y. Avec Je t'en plaisir. prie, Ficus. Du coup, ton cursus à partir du lycée nous intéresse fortement. Ok, Voilà. eh bien, je vais vous raconter ça. J'ai un Avec grand conte. plaisir. Merci, Père Petite Castor. histoire, Allez-y. du coup, alors, j'ai fait un bac littéraire dans un lycée classique. J'ai eu mon bac. On a des petits problèmes techniques, mais tout va bien. On reprend. Je vous en prie, excusez-moi. J'ai fait un bac littéraire et ensuite, donc j'ai eu mon bac sans mention, mais j'ai eu mon bac quand même. Attendez. On s'en fout de la mention, on s'en on s'en fout. C'est surfait la mention. Ensuite, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je suis allée en droit. Ça m'a pas plu. Du coup, je suis allée en langue étrangère appliquée. Ça m'a pas plu. Et j'ai fini donc en communication. J'ai fait une licence en communication digitale. Et la dernière année, j'ai découvert la photo à ce moment-là. Donc c'est en 2018-2019 que j'ai acheté mon premier appareil photo. Et en terminant mes études, je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier parce que c'est cool. Et voilà. C'est à peu près mon parcours global. Et t'as pas eu de doute à la fin de tes études? Sur le fait de me diriger vers la photo ou ailleurs ou... Oui, dans le milieu et de se dire être une femme dans le milieu artistique en tant que photographe. Le fait d'en vivre. Alors, au début, je ne pensais pas à ça. J'avais plus peur du coup de ne pas en vivre, dans le sens où je sais que les métiers artistiques, enfin moi, on me l'a vendu en étant plus jeune comme quelque chose de très compliqué à. Enfin, c'est très dur de réussir dans le milieu artistique. C'est pour ça que t'es partie en droit. Voilà, exactement. Pour assurer les arrières. Merci papa. Merci papa qui m'a dit va en droit. Qu'on salue. Et au final, non, j'avais vraiment peur de ça, sachant que quand j'étais au lycée, avant de rentrer au lycée, j'avais visité une école de photo à Arles Ok. pour justement, parce que le métier de l'image m'attirait énormément. Et au final, j'y suis pas allée parce que mon papa m'a dit non, tu ne vas pas gagner ta vie. Et j'ai fait d'accord. Du coup, j'ai fini en droit. Enfin, j'ai fait un bac classique, quoi. Mais oui. Ok, et du coup, on peut en venir à cette question de ta famille, qu'est-ce qu'elle en pense? Puisque elle, du coup, apparemment, avait beaucoup plus de doutes que toi, d'appréhension. Et, Qu'est-ce qu'elle a pensé au moment où je me suis dirigée vers la photo? ouais, au moment où tu as eu le déclic de c'est bon, je me lance. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en pense de maintenant, quoi? Alors, la plupart de mes proches n'y ont pas cru, très sincèrement. Parce qu'évidemment, tu dis, voilà, je suis dans un cursus où j'ai soi-disant trouvé ma voie. Ça marche bien, j'ai des bonnes notes, j'étais bonne en communication. Du coup, quand j'ai dit non, je veux pas faire ça, je me lance dans la photo, bien évidemment qu'on m'a dit mais tu veux pas faire à côté, donc continuer tes études et faire de la photo à côté. Et moi j'ai dit non, je sens que c'est pour moi. En fait, il y avait vraiment ce truc d'intuition de me dire ok, c'est fait pour moi et je le sens. C'est la première fois où je me sentais vraiment bien dans un domaine et que j'avais confiance en moi aussi. Du coup, il y avait que ma mère qui m'a soutenue et qui m'a toujours soutenue d'ailleurs. Big up si tu es là d'ailleurs pendant ce live. Big up à Manu. Big up à Manu et qui m'a toujours soutenue et qui m'a dit mais vas-y si tu sens que c'est ta voie. Donc ça a été ma petite... heureusement qu'elle a été là parce que c'est elle qui m'a poussée vraiment à y aller. Petite étoile. Ma petite étoile. Et donc j'y suis allée. Bien évidemment, j'ai fait du babysitting à côté. Oui, il y avait quand même des petits jobs. Il y avait des petits jobs. Je commençais un peu à gagner de l'argent grâce à la photo, mais c'était partiel et c'était quelques euros par-ci par-là. Donc, j'ai fait du babysitting pour assurer mes arrières. Je ne suis pas partie comme ça. On voulait savoir aussi si tu avais toujours fait ça, par exemple, depuis que tu es jeune. Est-ce que tu prends des photos sans vraiment te dire que tu allais bosser là-dedans, mais est-ce que tu as toujours été photo? Alors oui, j'ai toujours été attirée par la photo dans le sens où dès mes 10-11 ans, je dirais, mon père, en fait, pour la petite anecdote, mon père avait acheté un appareil photo Pentax, je crois, pour l'anniversaire de ma mère. Sauf que ma mère n'est pas du tout dans ce truc de photo. Enfin, elle a du mal avec parce que technologie. La photographie, c'est il y a quelque chose de mathématique, de gérer l'exposition, l'ouverture. Enfin, il y a des paramètres à combiner ensemble. Elle n'était pas du tout dans ce truc, donc elle l'a jamais vraiment utilisé. Mais je pense que mon père est au courant. Du coup, moi, j'ai dit « Ah, ça a l'air sympa ce truc !» Et j'ai commencé à faire des photos avec des amis jusqu'à en arriver où, en gros, on faisait des après-midi après les
la classe avec mes copains, copines, où on se donnait des thèmes et on se prenait en photo. Donc c'était pas terrible. Hein. Je dévoile pas trop cette partie-là de mon parcours, mais c'était marrant. Et puis on en arrive à un stade où fin collège, on a fait une expo. Mais ça, j'en parle pas beaucoup. J'en parle j'en parle vraiment pas beaucoup. La petite anecdote non, c'est la petite anecdote. En vrai, c'était cool, c'était une bonne expérience dans le sens où on avait en gros, il y a le service jeunesse de ma ville qui nous avait contactés parce qu'on avait on avait déjà des contacts à l'époque, je tiens à vous le dire. Et le but, c'était de faire une expo sur le thème des jeunes dans la ville. Donc on a fait des photos dans la ville. Vaste projet. Voilà, on a fait une exposition au parc des sports de ma ville. On a fait les impressions. Enfin, je me sentais déjà badass à 12 ans. Voilà, grave business girl à 14 ans, tu vois. Donc c'était cool. Et donc on a fait ça et par la suite, c'était mon premier petit projet. Mais après ça, moi j'ai arrêté la photo. Enfin, je suis rentrée au lycée. Oui, c'était vraiment début des on est en 2000-2010 c'est des gamins qui jouent à se prendre en photo quoi. Moi je le voyais plus comme une passion quoi, en me disant bon c'est cool, c'est mon truc que je faisais après les cours et je l'ai jamais vu comme une possibilité de carrière. Tu faisais déjà 800 photos par après-midi mais est-ce que tu débitais à ce moment-là? C'est fort possible que l'addiction a commencé ici. Mais c'est possible ouais, parce que tu te dis il n'y a pas de limite. Enfin, si, il y a une limite, mais au bout d'un moment. Mais au début, il n'y a pas de limite. Donc, oui, je pense qu'il y avait déjà ce truc d'y aller, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à ton univers, qu'est-ce qui t'inspire? Qui t'inspire Vous? Wow. Franchement. Oui. Non, non, je vous aime beaucoup, mais vous n'êtes pas mes sources d'inspiration. Vas-y, je suis chaud. On pourrait le devenir. Ouais. Fais attention. Attends la fin de l'interview. Ouais. D'accord, on en reparlera. Mes sources d'inspiration, j'en ai beaucoup. Sauf nous. Ouais, sauf vous. Effectivement. Non, on va dire que une de mes premières sources d'inspiration, ça a été le cinéma, où j'ai vu beaucoup de films, comme beaucoup d'ailleurs d'entre nous, hein, je pense, mais j'ai vu beaucoup de films étant plus jeune qui m'ont inspiré, beaucoup de réalisateurs comme David Lynch, Gaspard Noé, bon ça arrivait un peu plus tard, mais des réalisateurs comme ça qui m'ont de ouf inspiré. Et d'où ton rapport aux couleurs. D'où mon rapport aux couleurs, effectivement, des couleurs très saturées, bien vifs. Et les gens, ça peut paraître étrange, bon évidemment il y a le domaine de la musique, etc. Donc, mais principalement le cinéma et les gens, car bon ça va paraître peut-être un peu étrange, mais j'aime beaucoup observer les gens dans la rue. Et j'ai toujours eu ce truc j'aime bien me poser, par exemple, sur un banc dans la rue et observer les gens. Même quand je vais être au bar avec des potes, je passe ma vie à observer les gens. Et du coup, ça m'a vachement inspirée. C'est tout, c'est hyper global, il n'y a pas de source principale, quoi. Okay. Du coup, c'est pour ça que dès le début de la photo, j'ai trouvé ma patte très vite. Il n'y a pas eu de période où, à part quand j'étais plus jeune et que j'avais 12 ans, où je me cherchais un peu, mais dès que j'ai repris la photo, vu que j'avais arrêté pendant 6 ans, très vite, je savais où je voulais aller. Il n'y a pas eu de... Je me suis pas cherchée. Est-ce que du coup, ce moment où tu te dis c'est bon, j'ai trouvé ma patte et tu as quand même une patte particulière, c'est comme ça qu'on reconnaît tes photos en un clin d'œil, est-ce que ça t'a aidé à passer le cap? Ce côté de j'ai mon univers propre, si je me lance là-dedans, forcément je sors du lot. Et que ça soit bien ou mauvais, forcément on ne va pas me confondre et du coup je peux essayer. Je pensais pas sortir du lot, je me suis jamais dit que ce que je faisais ça changeait, c'était quelque chose qui changeait d'habitude, parce que vraiment je suis arrivée dans le monde de la photo, je ne connaissais personne. Enfin, j'ai pas fait d'école de photo, j'ai rien fait, donc je suis arrivée sur Instagram en me disant ok, je vais poster mes photos, j'ai pas de référence à part les photographes qui pouvaient m'inspirer, les réalisateurs, les films, enfin j'avais pas de référence autour de moi dans le monde dit plus réel, enfin de la communauté de photographes qui peut y avoir sur Instagram. Du coup, si c'est pas ton univers à part, c'est quoi qui t'a vraiment décidé à te dire on y va, enfin j'y vais? Parce qu'apparemment on est vraiment pas dans le délire. Donc... Moi et mon appareil. C'est un peu l'insouciance justement de se dire je connais pas ce milieu et j'avais pas peur, je savais pas qu'il y avait de la concurrence. Pour moi, tout le monde avait sa place déjà dans un premier temps. Donc j'ai réussi à se passer ce cap déjà, je pense, par rapport au fait que j'ai senti que c'était ma voix et je me suis dit ok, je me suis jamais écoutée pendant toutes ces années et là je le sens, donc je vais y aller.
Et je vais poster mes photos, en plus sans but professionnel de base. Vraiment, il n'y avait pas de but de « Ok, il faut que je gagne ma vie dans 1 an, 2 ans, 3 ans ». Il n'y avait pas ça. Du coup, je pense que ça a joué de se dire « Ok, j'y vais juste par passion ». Et puis au bout d'un moment, en fait, ça vient tout seul, quoi. Il y a ce truc de... C'est parce que C'est beau. tu t'es écouté et tu t'es dit toute l'énergie que je ressens, Ouais. je vais la mettre au service de quoi. Pour moi, je me suis écoutée, je me suis dit « Ok, là, j'y vais et je donne tout ce que j'ai » parce que pour moi, c'était... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment ce truc de c'est ton truc, quoi. Et quand tu sens que c'est ton truc, je sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais quand tu le sens, en fait, tu donnes tout et ça devient tellement naturel que, ouais, tu dépenses beaucoup d'énergie et c'est du taf. Et surtout que j'avais du taf à côté, donc c'était beaucoup d'énergie, mais c'était tellement naturel et ancré en moi que je le voyais pas comme du travail, quoi. Ouais. Enfin... Et tout ça, tu le faisais dans le sud? Alors oui, parce Tu que du viens coup, du j'ai sud? pas précisé que je venais du Ah, tu sud. nous as parlé un Un petit peu fan d'Arles, de mais, chichoun. Non, j'ai pas commencé. Mais oui. Tu vas nous perdre. Je vais vous perdre là. Mais oui, je viens d'Aix-en-Provence, plus précisément. J'ai Putain, tout j'ai le deux sudistes avec moi là, je suis pas bien. La Bourguignonne. Ouais, alors moi c'est bien plus paumé, mais oui, c'est dans le même. Ok, C'est d'accord. dans le sud. Donc ouais, je viens du sud, j'ai toujours habité là-bas et j'ai commencé la photo dans le sud avec des copines, modèles, des copains même pas du tout modèles. Et ça a commencé dans le sud où pendant du coup 1 an et demi, jusqu'en mars 2020, je ne shootais que dans le sud. Alors je me déplaçais parfois à Paris ou Lyon quand j'avais des petits contrats, mais sinon c'était principalement dans le sud. Et au bout d'un moment, j'ai eu déclic de il faut que je parte car pour moi dans le sud j'avais pas de futur en termes de photos. Donc tu quittes le sud pour aller du coup à Lyon, te rapprocher de Paris, être un peu au centre de, Ouais. de tout Plus ça. dans le Oui, milieu, ouais. exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'il s'est passé au moment où tu as pris l'appartement? L'initiative, ouais. Alors oui, en gros, ce qui se passe, donc pour vous resituer dans le truc, j'arrête mes études en septembre 2019, je fais du babysitting et en février 2020, je me dis, ok, maintenant je ne vais faire que de la photo. T'as quel âge à cette époque? Du coup, alors là j'ai 23, donc je devais avoir 21. Ok. 21, non 22. 22, non j'avais 22 ans, pardon. Du coup c'était il y a 1 an et demi. C'est fou ça. Si vite. Donc à 22 ans, je me dis, ok, c'est bon, j'arrête le babysitting, je commence à gagner de l'argent, j'arrête tout, je tente. On y va. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je vais bouger à Lyon donc pour me rapprocher de Paris et pour changer aussi de lieu de vie au même moment. Donc février 2020, je me dis, je fais la démarche, je trouve un appartement. Et début mars, comme vous le savez, on l'a tous vécu, confinement général. Donc j'arrive à Lyon. C'est la merde. C'est la merde. Alors, on a le droit de dire des gros mots ou pas du tout? On va dire que Grand Manitou, oui, puisque Aimé Saxon nous fait l'honneur de nous accueillir sur sa chaîne. Grand Oui, Manitou? allô, oui, Oui, bonjour. bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Très bien, très bien. Est-ce qu'on a le droit d'être vulgaire, Est-ce qu'on a le droit d'être d'insulter? vulgaire sur votre chaîne? Si vous voulez, on peut faire un essai, c'est-à-dire que vous faites la vulgarité comme vous voulez, et puis si jamais on se fait ban et que le live se coupe, voilà. Hein. On s'excusera auprès de Bon. tous. Non, sinon j'imagine On que essaye de faut essayer limiter la de casse. faire un peu attention à son langage, mais en vrai, si vous dites merde, ça va, c'est pas. D'accord. Ok, C'est tranquille. quasiment une virgule en français de dire Oui. merde. Merde. Mais Puis tu peux arrêtez dire de le répéter, on va se Ouais. faire enlever. Moi, c'est un autre gros mot, mais du coup, il est un peu plus vulgaire, alors je vais Écris-le. vraiment- Celui-là. Je propose qu'on arrête de parler de photos et qu'on parle de gros mots. Là, Quelle transition. Merci, Grand Manitou, vous êtes des bisous. charmant. Sage. Du coup, je reprends ma petite histoire. Donc, j'arrive le jour du confinement général à Lyon. Donc, le 17 mars 2020, ça m'a un peu traumatisée. Parce que j'arrive dans cette ville et je me dis, OK, maintenant, on est en confinement. Je ne sais pas pour combien de temps et je ne peux pas travailler. Donc, pendant 2 mois, je me suis retrouvée, comme nous tous ici, à attendre que la vie reprenne. Et par contre, ça m'a donné une motivation de fou dans le sens où, déjà, j'ai fait des shootings en webcam. Je sais pas si vous avez vu le truc passer sur les réseaux un petit peu, si vous Non, suivez des mais photographes. dis-nous en plus de ça. Je suis allée voir tes petits extraits et du coup, toi, vraiment, on te coupe la chic et non, tu réussis à créer dans ce truc-là. Ouais, parce que j'étais dans une frustration de je me déplace à Lyon, je change de ville, je change de vie
et je ne peux rien faire. Donc très frustrée, et je commençais à avoir ce truc de photographe qui faisait des shootings par webcam et qui faisait des vidéos, qui créait en fait par le biais de Skype. Et donc voilà, c'était très cool, et j'ai commencé à faire ça, dont un projet vidéo que j'ai fait avec un couple sur le terme de l'amour. Et enfin, en vrai, vous pourrez aller voir ça après sur mon compte Insta, car c'est toujours dans mes réels. Et donc voilà, il y a encore des petits extraits de ça, et ça m'a motivée encore plus pour la suite, pour me dire ok, à la sortie, je démonte tout. Parce que je me suis dit hors de question que je reste, que je ne fasse rien. Et du coup, j'ai enchaîné, et j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Ok, donc du coup, même en confinement, tu as réussi à créer et à laisser ta petite trace jusqu'à ce que tu sois déconfiné, du coup. Exactement. Comment t'as géré tout ça? Parce que t'as débarqué dans une ville où du coup tu connaissais personne, où personne te connaissait. Comment t'as géré le fait de tout quitter et de venir t'installer ici? Et en plus de ça, te prendre le confinement, genre dans ta tête, ça s'est passé comment? Alors déjà, il faut savoir que dans ma vie, j'ai toujours pris des décisions sur des coups de tête. J'ai jamais réfléchi 3 mois à l'avance. Lyon, il faut savoir que ça s'est fait 10 jours avant. Début février, Ah je oui. me dis, ouais, non, mais c'est... On est sur... Je ne devais pas bouger à Lyon. Personne n'était au courant que pour moi, je devais rester à Aix-en-Provence, faire ma petite vie. C'est à ce moment-là qu'on refait un petit big up à Manu. Big up à Manu, voilà, exactement. Mais j'ai bougé, ouais, ça s'est fait au dernier moment. Je dis, ok, j'ai envie de faire ça. Et j'y suis allée. Donc, ça me sert. En fait, je pense le fait de prendre des décisions sur un coup de tête comme ça. Bon, je le fais pas tout le temps quand même, mais les grosses décisions dans ma vie, ça a souvent été comme ça. Mais ça me permet de pas penser de ne pas stresser à ce qui va se passer. Imagine ça marche pas, imagine je trouve pas ça. Enfin, vraiment, ça me permet d'enlever ce stress et de me dire ok, on verra bien. Et évidemment, quand je suis arrivée à Lyon, il y a eu ce stress de on va rester combien de temps confiné. Parce qu'il y avait aucune info. Oui, en plus il y avait aucune info. Mais au final, je sais pas, pour moi, il y avait toujours ce truc de c'est ma voie, donc je vais y arriver. Et je vais y arriver, je vais pas lâcher. Et j'avais la niaque. Hein. Quelqu'un de très badass, non. Grossman. Non, c'est pas ça, mais il y a ce truc de... En fait, j'ai pas trop... je vais parler un peu de moi, là, mais... Alors, c'est clairement le but de cette vidéo. De moi, plus en mode privé de ma personne, dans le sens où j'ai pas eu toujours confiance en moi, et c'est toujours un peu compliqué sur ce point-là. Mais par contre, la photo, ça a toujours été ce truc en mode, ok, mais là, en fait, j'y suis et j'ai confiance. Alors oui, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui apparaît comme ça parfois, qui fait coucou, c'est moi. Mais par contre, c'est le seul domaine où je me suis toujours sentie à l'aise, et je me suis dit ok, c'est là, on y est. Et donc je l'ai assez bien géré finalement. Pour moi, c'est passé assez vite toute cette période, et j'ai vite rebondi sur le truc, quoi. Et post-confinement, du coup, tu te retrouves dans une ville où tu connais personne, ça fait 2 mois que tu y habites, mais en même temps enfermé dans cet appartement. Comment on démarre ce côté de c'est bon, tout est ouvert, je ne connais personne, à quelle porte je vais frapper, ou c'est à ce moment-là que les réseaux ont eu beaucoup d'influence sur ton travail? De toute manière, de toute façon, en règle générale, les réseaux ont toujours eu une grosse importance, dans le sens où Instagram, c'est ma vitrine. Okay. Et encore aujourd'hui, c'est les clients viennent me démarcher sur Instagram. Et j'ai cette chance, jusqu'à aujourd'hui, de ne jamais avoir démarché pour trouver des contrats. C'est toujours venu à moi. Bon, ça fait hyper pédant, hein, dit comme ça, j'ai un peu peur de ça, mais c'est toujours venu à moi. Par contre, tout ce qui est projet perso, j'ai démarché et j'ai shooté avec des influenceurs, tout ça, peut-être qu'on en parlera après, qui ont fait que ça m'a ouvert des portes. Tu peux parler justement de ça, est-ce que tu es allé les démarcher dans cette démarche de j'ai la niaque et j'y vais, et il n'y a aucune barrière devant moi, et même des grands influenceurs, parce que tu as quand même shooté du beau monde. On peut en voir quelques extraits sur le mur. Alors, bon, la caméra nous permet pas forcément. Mais si on va voir ton travail, on peut voir du beau monde, quoi. Oui, un petit peu. Les influenceurs, ça m'est venu... je suivais quelques influenceurs, mais je me suis dit, ok, pourquoi pas envoyer un message un jour et proposer un shooting, parce que
Le plus simplement du monde. Ouais, le plus simplement du monde, dans le sens où tu te dis, ok, c'est des personnes qui vont effectivement m'apporter de la visibilité, on va pas être hypocrite sur ce point-là. Mais dans un autre sens aussi, c'était des personnes qui m'inspiraient beaucoup. Donc, pour faire un petit récap des influenceuses que j'ai pu shooter, il y avait Coucou les Girls, a.k.a. Juliette Katz. Je sais pas si vous voyez... Si en tout cas les gens ne voient pas, il faut vraiment qu'ils aillent voir son travail. Une super meuf, ultra badass aussi, vraiment. Allez-y. Et il y a eu tout d'abord, en fait, la première personne qui m'a ouvert les portes, c'est Mademoiselle Gloria. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une youtubeuse qui a beaucoup marché à un moment et qui marche encore, et qui, elle, m'a envoyé un message sur Instagram en me disant « J'adore ton taf ». Et je vais sur la page et je vois 1 million d'abonnés. Je fais « Oh !» Cette personne, un bon mercredi en perspective. Elle est certifiée. En plus, elle a 1 million d'abonnés. Waouh, ça fait beaucoup, quoi. Ça claque. Ça claque. Exactement. Et tu te dis, ok, d'accord, on va faire un shooting. J'arrive à Lyon. Et ça, c'était mon premier été à Lyon, donc juillet 2019. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, mais allons-y. Si elle est chaude, ben, je vais démarcher d'autres gens. Et ça a continué, du coup, avec Marion Séclin, Coucou les Girls, Camille Aumont-Carnel de Je m'emballe Clito. Meuf ultra badass, et ça c'était méga stylé. Toutes celles qui sont énumérées depuis tout à l'heure sont quand même des badass girls. Léna Situation, Shera, je crois que c'est tout, j'espère que j'en ai pas oublié, mais c'est déjà beaucoup. Et c'est des meufs qui m'ont inspiré beaucoup, notamment par leur parcours, où moi j'aimais beaucoup les valeurs qu'elles véhiculaient. Donc ce côté d'entrepreneuriat, de businesswoman, le féminisme aussi, enfin... Il y avait tout un truc qui me parlait beaucoup, et j'ai pu monter des super projets avec ces meufs, et ça m'a beaucoup aidé à justement trouver des clients, et ça m'a apporté de la visibilité, quoi. Et puis peut-être aussi une confiance en toi et en ton travail sur un shooting où on a quand même des personnes qui ont l'habitude, plus que des modèles qu'on va chercher dans les copains-copines. Ça, on est sur des gens qui ont l'habitude de travailler leur image, et c'est important pour leur carrière. Ah oui, ça tu le sens qu'elles ont l'habitude de travailler leur image, et elles font attention à tout. Enfin, comparé à quelqu'un qui n'a jamais shooté, tu les vois, elles ont l'habitude de ouf. T'as même pas besoin de les guider, quoi, tellement. Elles sont belles. Et elles sont magnifiques en plus. Et mais je crois que Je m'emballe Clito, c'est celle Camille du coup que j'embrasse, qui est un amour. D'ailleurs, j'ai fait 2 projets photos et vidéos avec elle, et c'est celle qui m'a le plus marqué, quoi. Et c'est cool de faire des rencontres aussi comme ça dans le monde de la photo. Est-ce que tu restes en contact du coup avec ces personnes ? Ouais, alors pas toutes, on s'écrit pas tous les jours, hein, je vais être honnête, c'est pas non plus mes potes, mais on s'envoie des petits messages de temps en temps, et c'est cool. Allô. Allô. Je profite du fait que je sois là pour te dire, Elisa, qu'on a une Alice Caron dans le chat qui te fait plein de bisous, Alice, et qui pardon, te dit, et qui dit, elle me manque très fort. Eh bien, elle me manque beaucoup aussi. Super photographe, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir son taf. C'est une super personne et une super photographe. Bah voilà, tout le monde se fait de la pub à tout le monde, c'est la folie, c'est Grand génial. Manitou, tu nous notes tout ça, on ira voir après Soleil. Ouais, j'ai tout noté. Wow. Ouais. Oula. Bon, je vous laisse continuer à discuter. Merci Grand Manitou. À tout à l'heure. À toutes. On en était à l'auto-entrepreneuriat. Ah oui, le sujet. Elle est un passée peu le samedi chiant. soir sur canal. Je fais TF1 en fait. Oui, Le journal, c'est moi. Oui. L'auto-entrepreneuriat. J'ai ce statut depuis janvier 2020. Car au bout d'un moment, quand tu gagnes un peu d'argent, il faut le déclarer. C'est fou ça. C'est chiant ça. C'est fou, ouais. Et tu C'est donnes partout beaucoup pareil. d'argent à l'URSSAF, que j'embrasse pas tellement. Violemment. Juste, est-ce que tu peux nous faire une petite définition pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est l'auto-entrepreneuriat ? L'auto-entrepreneuriat, c'est... Alors, oula... À part être un mot Je t'ai hyper chiant à piégé. écrire. Tu m'as piégé. Non, pour moi, c'est... Enfin, dans mon cas, c'est une manière simplifiée. C'est quand tu es tout seul dans ton entreprise et que tu veux monter ta boîte et pouvoir facturer tes prestations. Alors, ça se trouve, je me trompe. J'espère qu'il y a personne qui bosse à l'URSSAF actuellement. Mais Sinon, pour on moi, t'embrasserait fort. En fait, c'est juste que les actions sont ultra simplifiées et t'as pas de TVA. Donc ça, c'est cool. Ça change pas grand-chose, mais t'as pas de TVA à payer et juste tu payes tes cotisations tous les mois.
Sachant que pour ceux qui veulent se lancer, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes jeune auto-entrepreneur, vous bénéficiez de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est une aide, en fait, c'est une diminution des cotisations dans le sens où la première année, vous payez que 5% de cotisation, la deuxième 16 et troisième 22. D'accord, intéressant à savoir Voilà. ça. Donc ça, c'est intéressant à savoir. J'en suis à ma deuxième année. Mais je vais changer de statut. Voilà, je tenais à vous le dire. Tu vas passer à quoi du coup? À artiste-auteur. Dis Car donc. le statut d'auto-entrepreneur ne me convient plus du tout. Et je pense que c'est plus intéressant de devenir artiste-auteur. En quoi tu ne te retrouves pas ou plus dans le statut d'auto-entrepreneur? Alors déjà, je fais de la photo artistique. Donc rien que le fait pour vendre tes tirages, j'ai besoin de passer à ce statut. Et en plus de tout ça, je ne cotise pas pour ma retraite en ce moment. En tant qu'auto-entrepreneuse, Ouais. on ne cotise pas pour la retraite? Photographe artisan, non. Quand tu es Ok. artisan, non. Enfin, dans mon cas, je ne cotise pas. Alors que quand tu es artiste-auteur, tu cotises pour ta retraite. Et tu peux même cotiser plus si... Ok, donc d'où l'avantage de basculer sur cet autre régime du coup. Ouais. Et les cotisations sont moins chères en plus, donc bon. Est-ce que tu peux directement commencer par artiste-auteur ou faut déjà passer par un... Non, c'est pas obligatoire. Ok. Non, tu choisis ce que tu veux. Moi, j'ai choisi auto-entrepreneur photographe artisan parce que... Je sais pas. Bah, Fallait c'est faire le un plus choix. courant surtout. Oui, mais on peut- qu'à l'époque, t'étais pas assez cumuler les deux. renseignée. Il me semble Ah, qu'on peut en cumuler plus. les deux, mais bon, je pense que c'est plus avantageux d'aller d'un côté ou de l'autre, quoi. Est-ce qu'il y a des organismes qui t'ont aidé par exemple, si tu avais besoin de financer tes projets ou même dans ton univers artistique ou même pour te lancer, est-ce qu'il y a des organismes qui aident les personnes comme toi? Alors peut-être. Je ne sais pas, démerdez-vous. Je Alors, vous rappelle que j'ai commencé en plein confinement. alors c'est possible, mais le truc c'est que j'ai toujours fait tout toute seule, donc moi personne ne m'a aidé. Enfin, après j'ai pas fait la démarche de contacter des organismes ou quoi, mais c'est possible. Ou Je tu ne t'es me pas suis- tournée vers des... J'ai pour avoir de toujours l'aide, fait, en fait, pour la création de mon univers, etc., pour travailler avec des équipes, je me suis toujours servi de moi-même et de mes contacts et de mon argent propre. Après, je pratique vachement le homemade tu peux créer un univers de fou avec très peu d'argent et très peu de décors. Et du coup, puisque t'as pas eu d'aide, enfin tu t'es pas du moins renseigné sur ça, de qui tu t'entoures, vers qui tu te tournes pour avoir de l'aide? Je parle pas forcément financier, mais de qui tu t'armes pour... À ce que j'ai compris, tu faisais quand même du babysitting, des Oui. petits jobs, tout ça. Oui. Donc, à quel moment on Financièrement, fait ouais. le pourcentage quoi, Non, sa question est mieux. C'était relou, mais... Et en fait, Alors, j'ai commencé. En vrai, je me suis entourée assez vite. Je me suis d'abord entourée d'une make-up artiste qui m'aidait sur les projets et qui a un talent fou. Dana Mua sur Instagram. N'hésitez pas à aller la suivre. Elle est. Big Je up à fais de la Dana. pub pour tous mes potes. C'est c'est super. le but, c'est clairement le but de ces vidéos. Oui, c'est avec elle que j'ai commencé. On s'est connus sur Instagram et on a fait quelques projets ensemble. Donc, elle est sur Aix-en-Provence. Et ensuite, j'ai commencé à travailler quand je suis arrivée à Lyon avec des stylistes. En fait, au fur et à mesure, tu construis une équipe, tu te crées des contacts. Et en fait, ouais, tu crées ton réseau, quoi. Mais toujours sur Instagram où, voilà, moi, je connais quelqu'un. Et puis, ouais, je me suis entourée de ces gens-là. Et pour créer ton projet, pour moi, ils sont essentiels, encore une fois. Le petit bouche à oreille des familles, les réseaux, tout ça. Les réseaux, Ouais, bah. mon Dieu, mais c'est incroyable. Hein, moi, à chaque fois, je dis, mais les réseaux, ça m'a apporté un truc de fou. Mm. Même le fait de recevoir des messages de gens que tu connais pas, disant j'adore ton travail, tu fais ok, on se connaît pas et tu es en train de me dire que tu adores mon taf et ton ego est boosté. Je tiens à vous le dire. T'as fait du babysitting. De l'autre côté, t'as commencé tous tes projets de photographie et tout ça. Et à quel moment tu t'es dit... Tu t'es dit Tu t'es dit, ok, je peux vraiment lâcher les boulots à côté et me concentrer sur la photographie pour m'autosuffire. Alors, C'est bien dit. Pardon. j'adore. Oh, je suis folle de Elles cette sont personne. mieux tes questions. Ouais, t'as vu? Non, mais c'est bien. Hein. En fait, je pense qu'il y a eu ce truc. Je gagnais pas ma vie au moment où j'ai arrêté la photo. Enfin, non, j'ai pas arrêté la photo. Au moment où j'ai arrêté le babysitting, juste, je me suis dit,
en fait, il faut que j'y aille, sinon je vais jamais être à 100% et je pourrai jamais gagner ma vie, justement. Et il y a ce truc de... en fait, l'autosuffisance, elle est arrivée au moment où j'ai eu mon premier gros contrat en août 2020. Oui, août On peut 2020. pas savoir à ta place. Hein. Je sais pas, moi, peut-être que vous lisez dans mes pensées. Ouais, c'est arrivé en août 2020 où t'as ton premier gros contrat et tu dis, ok, là, en fait, on y est. Et tu gagnes énormément d'argent d'un coup et tu te dis pas, ok, maintenant, je vais me faire 5 000, 6 000 euros par mois, c'est pas ça. Mais tu dis, ok, je répartis ça sur plusieurs mois et c'est toute une organisation. c'est toute une organisation. Et tu te verses des sous chaque mois en disant, ok, là, il y a des mois où tu vas gagner beaucoup d'argent, d'autres un peu moins, mais tu fais une balance, quoi. Mais c'était un pari aussi, parce que de te dire, je plaque tout, j'arrête le babysitting et tout, je pars dans une nouvelle vie, et maintenant, il faut que je vive de ça. Moi, j'adore mais vraiment cet élan à fond, ce confinement de... Ouais. Bon, on attend. J'y vais. Mais non, vais. parce que du coup, tu as quand même continué à créer, même en étant en confinement et tout ça, quoi. Mais du coup, ouais, c'était ce pari de te dire, en fait, je lâche tout, l'endroit où j'habite et même le babysitting et tout ça, pour vivre de ça, alors que tu t'es même pas encore dans la vague, quoi. Mais des fois, même moi, je me comprends pas. Je me dis, mais t'es complètement folle. En regardant, si je me parlais à moi, à la Elisa en mars 2020, je fais, mais t'es complètement tarée, ma grande. Ne fais pas Qu'est-ce que ça. t'es en train de faire? Mais je pense que c'est une sorte Retourne dans ta d'adrénaline. Hein. C'est de l'adrénaline de se dire, ok, j'y vais. De toute façon, pour moi, à un moment, il faut prendre des risques. Enfin, c'est le but aussi. De toute façon, quand t'es auto-entrepreneur, tu prends un risque. Tu te dis, demain, si je vais pas travailler, il y a personne qui... Oui, je vais manger des cailloux, quoi. Non, mais tu vois, c'est ce truc de se dire... C'est pas ouf. Et T'as du plus coup, de dents. ça te fout une pression, mais pour moi, ça te fout une pression positive. Pour moi, le fait de me dire, ok, là, demain, je dois me lever, je dois travailler, sinon je mange pas, sinon je peux pas payer mon loyer, ça me fout une pression, mais je kiffe ça. Ouais. C'est de l'adrénaline. Et t'es à fond dans ton projet, comme ça. Ouais, ça booste ma créativité. Enfin, ça m'a donné de ouf, quoi. Et comment t'organises ton quotidien, du coup? Ouh là là. Ouais. Putain, si les gens voyaient mon quotidien. Parce que ouais, du coup, des fois, j'ai des demandes de stage et je fais non, je peux pas parce que je bosse chez moi en pyjama parfois. Enfin, des fois, mes journées sont ultra chiantes, hein, c'est pas tout le temps cool. Sur un mois, je vais donner un peu sur un mois, il y a une partie, il y a un tiers de shooting où je shoot, je fais des projets, soit des projets perso, soit des commandes clients. Et les 2 tiers, c'est de la retouche photo. Donc, je peux pas répartir sur une journée, ça dépend vraiment... J'ai aucun jour qui se ressemble. Mais c'est vraiment 2 tiers de la retouche photo parce que la post-prod est très importante dans mon travail. Et voilà comment un peu je répartis le truc, quoi. Et le côté administratif, etc. Quoi. Les périodes, est-ce que tu donnes une période et c'est aux gens de s'adapter, de se dire « Ah bah oui, j'y avais pas pensé, mais en fait, je vais me rendre disponible pour aller shooter avec Elisa Grossman » ou c'est toi qui t'accorde, on va dire, sur 30 jours, tu sais que tu auras 10 jours qui peuvent être éparpillés ou c'est vraiment des grosses périodes? Je sais pas si c'est clair. Non, oui, ça me paraît un peu clair, mais non, pour moi, c'est je répartis mon temps dans le sens où je fais ok, bah, ce mois-ci, je vais travailler tant de temps pour des particuliers. Si j'ai pas de clients pro, bah, je mettrai plus de temps sur les particuliers. Et vraiment, je répartis mon temps en mode ok, là, il faut que je fasse tant d'argent pour ce mois-ci. Et dès que j'atteins mon but, en mode ok, là, on est bon, j'arrête les réservations et je repousse au mois d'après. Ok. Voilà comment je fonctionne à peu près. Oui, tu vas pas chercher à blinder non, les parce plannings, que c'est pas bon. C'est pas bon dans le sens où enfin, tu vas blinder, imaginons tu vas te faire 4 000 €, mais tu blindes de ouf. En fait, ton travail, il va pas être qualitatif, car tu n'auras pas le temps, ou bien tu vas rendre ton travail en retard. J'ai l'impression d'être à l'école, tu rends ton travail en retard et tout. Des fois, j'ai un peu ça en mode, waouh, faut que je rende à tel moment. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu as commencé il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant il y a une réelle organisation, il y a un réel désir de... C'est vraiment sur la continuité, tout est organisé, tout est planifié, et puis on voit quoi, je suis très impressionnée par vous. Mais ce qui est fou, c'est que je suis très organisée, ça c'est vrai, mais par contre, dans ma vie perso... Oui, c'est le why, quoi. Ouais, non, mais c'est ça qui est fou, c'est que j'ai toujours été dans ce truc de... j'ai été très procrastinatrice. Je le dis lentement, j'avais peur d'oublier des syllabes. C'est comme auto-entrepreneuriat, c'est pareil. Donc j'ai été hyper flemmarde dans le sens où je repoussais au lendemain. Et vraiment, la photo, moi, ça m'a fixé un cadre de ouf où je fais des to-do list en mode, ben voilà, je me lève. Non, mais c'est incroyable, je m'impressionne moi-même. Vraiment, si ma famille la voyait ça, ils se diraient, waouh, c'est fou. Avant, elle n'était pas comme ça, quoi. Manu, qu'est-ce que t'en penses? Manu, dis-nous tout. Parle sur le chat.
Donne ton avis. Mais oui, il y a ce truc de... Je suis très organisée, mais parce que ça me fixe un rythme. Et je pense que le fait d'être indépendant et d'entreprendre et de dire que tu es ton propre patron, ça te fixe obligatoirement un rythme. Enfin, pour moi, je peux pas faire autrement. Ouais. Tu peux pas te dire aujourd'hui j'ai la flemme ou j'ai un petit coup de mou, allez, je me prends une semaine de vacances. Ça arrive, hein. Bien sûr que ça arrive, tu as des coups de mou et des fois tu as le syndrome de la page blanche. Enfin, ça m'est arrivé, hein, des périodes où j'avais du mal à créer, mais il faut les prendre. Après, moi, ces périodes, elles sont importantes où je pense qu'il faut les prendre et il faut les accepter. C'est comme ça, de toute façon, on peut pas tout le temps être en perpétuelle création. C'est ça qui est compliqué aussi avec le travail d'artiste, c'est que tu crées avec ta personne. Enfin, il y a un vrai travail tu donnes beaucoup de ton âme et de toi, donc c'est ça qui est compliqué aussi. Quand tu as ce syndrome de page blanche, comme tu dis, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour te remettre dans une bonne vibes, pour repartir sur de la création? Je prends du temps pour moi. Ah. C'est fou. Je prends des vacances. Enfin, j'ai pris mes premières vacances cet été, mais je prends du temps pour moi et je me focalise sur OK, comment tu vas maintenant? Est-ce que tu as des choses à régler? Est-ce qu'il y a des problèmes? Enfin, je pense que c'est important et j'ai fait comme ça. Ça m'est arrivé en février. J'ai eu une grosse période de pages blanches et de je ne sais pas quoi créer. Et, je suis un peu perdue. Grosse période dans l'impression ou vraiment grosse période Grosse période dans l'impression, parce que ça a duré quoi, un mois et demi, mais pour moi c'était très long. Où je travaillais bien évidemment, mais par contre j'avais ce truc de j'arrivais pas à créer, je faisais pas de projet, j'y arrivais pas. Et ça m'a refait un peu pareil cet été, mais parce que cet été, c'est l'été quoi. Et l'été pour les métiers artistiques c'est compliqué, il y a personne n'est là, tout le monde est en vacances. Du coup je me suis dit ok, toi aussi tu vas prendre des vacances, et ça m'a fait un bien fou et je suis revenue à la rentrée en me disant ok, je vais faire plein de trucs, mais parce que j'ai pris du temps pour moi, et prendre soin de soi, c'est ultra important. Enfin, tu les gères comment ces vacances? Parce qu'on a pu voir avant que les réseaux ont une part très importante dans ton travail, mais aussi dans ta vie personnelle. À quel moment t'es aussi beaucoup sur TikTok? Oui. Oui, allez la suivre sur TikTok, elle fait des reels absolument merveilleux. Des petites transitions de qualité. Attention, c'est fou. mesdames et messieurs. Ouais. Quand tu es en vacances, est-ce que tu arrives à te dire je regarde TikTok simplement par plaisir, ou est-ce que tu dis cette tendance-là, faut pas que je la loupe, et tant pis, je suis en vacances, mais je la fais quand même? Est-ce que tu arrives à prendre du recul sur tout ça? Par contre, pour moi, j'arrive à prendre ce recul dans le sens où quand j'étais en vacances, j'étais en vacances. J'ai même pas capté TikTok, c'est ça qui est fou. J'ai pas ouvert TikTok. Instagram, je l'ai ouvert pour mes potes, mais c'est tout. Je ne répondais pas à mes DM, rien, et ça m'a fait très étrange. Mais j'arrive à prendre ce recul, mais ça fait extrêmement peu de temps. Là, on fait cette ITV, mais ça fait très très peu de temps où j'arrive à prendre ce recul et me dire ok, là tu coupes tout, et ok, il y a des tendances, mais bon, et on c'est s'en ok fout, de prendre du temps pour soi. Ça passera. Enfin, il faut prendre du temps pour soi. Et c'est pas parce que tu rates une tendance que ça y est, t'es foutu. Parce qu'il y a cette pression de l'algorithme, de tout ça, de dire ok, si je publie pas pendant une semaine, les gens m'oublient. On voulait savoir, as-tu des journées types à nous présenter, contrat, non contrat? Que fais-tu? Que se passe-t-il? Où vas-tu? Comment fonctionnes-tu? Alors, hors contrat, je pense qu'il y a 2 journées types. Il y en a 3. Il y a quand même une journée, des fois, je vois juste des potes, je fais rien et c'est cool. Il faut prendre du temps pour ça. On le disait juste avant pour ceux qui n'étaient pas là. Et sinon, journée type contrat quand je travaille pour des clients ou même pour des particuliers aussi. On va dire qu'il y a toute une préparation en amont de l'ambiance du shoot, donc de la direction artistique, du lieu. Voilà, toute une préparation qui se fait avant le jour J. Et le jour J, des fois, en général, je fais soit, si c'est des gros shoots, ça prend toute une journée. Mais ça concerne plus mes projets perso que je mène. Mais par contre, là, par exemple, à partir de demain, je serai à Paris. Et j'ai plusieurs commandes clients où je vais en avoir 3-4 dans la journée. Et oui, c'est beaucoup. Mais on va dire que pour un shoot avec des particuliers, c'est entre une demi-heure et 1h30. Pourquoi tu choisis ce temps-là? Alors, je choisis ce temps-là car déjà, il faut savoir que les modèles, donc les particuliers en général, ne sont pas des modèles pro. Et que même pour des modèles pro, shooter, c'est très fatigant.
comme du côté du photographe que comme du côté du modèle. Vraiment, c'est épuisant. Surtout mentalement, physiquement ça va, mais mentalement c'est fatigant de vraiment garder cette attention et donc de poser. Je sais pas si vous avez déjà posé, mais vraiment c'est très éreintant. Puis il y a ce truc de tu donnes enfin le photographe aura le contrôle de ton image pendant un certain temps, et ça peut être un peu perturbant si t'as jamais shooté de se retrouver sous les feux des tu m'étonnes. projecteurs. Oui, il faut pas penser bonjour, je prends des selfies H24, c'est bon, je suis modèle et Non, il pas aura du aucun tout, problème. c'est différent. C'est un autre univers. Parce que le selfie, tu te vois et t'as un retour image, alors que là, tu sais pas. Ouais. Tu sais pas, et du coup, ouais, pour moi, 30 minutes à 1h30, ça dépend vraiment des formules. Mais je trouve ça bien, 30 minutes, c'est le minimum. Mais même au bout de 30 minutes, des fois, il y en a qui sont fatigués. Et c'est 30 minutes entre l'arrivée du modèle et son départ ou Non, c'est 30 minutes de shoot. Oui, vraiment, ouais. c'est Non, pas- parce que je prends en général, il y a un temps de discussion où il faut que la personne en face se sente à l'aise, et ça se ressentira sur les photos si la personne n'est pas à l'aise. Donc, pour moi, le côté humain est ultra important dans mon métier, quoi. Et sinon, quand je ne suis pas en contrat et que je suis chez moi ou ailleurs ou dans un café pour bosser mes retouches photos, mes factures, tout ce qui est administratif ou prévoir les futurs projets, ouais, c'est des journées type où j'ai pas comment dire, de trame, dans le sens où des fois, je fais ma to-do list le matin et je me dis, bah voilà, à 10h, je vais m'occuper de mes factures. L'heure d'après, bah, je vais m'occuper de mes futurs projets, créer des moodboards, contacter telle personne, m'occuper de telle retouche photo. Ça se fait vraiment au jour le jour. J'ai pas de ligne directrice. Quand admettons, tu n'as pas de contrat, qu'est-ce que tu fais en fait, comment tu vas dynamiser, admettons, tes périodes de retouche ou tout ce genre Alors, moment. c'est pas très sexy, hein, les périodes de retouche, parce que t'es vraiment chez toi. La plupart du temps, en plus, je le fais chez moi. Je me pose avec de la musique. Alors, je travaille beaucoup la nuit. Ça dynamise de ouf le truc. Dans le sens où j'aime bien prendre ma journée, pouvoir me balader dehors et un peu prendre l'air, sinon tu pètes vite un plomb. Et la nuit, j'aime bien me poser à partir de 21h, je mange, car c'est important quand même. Je mange et ensuite je me pose dans ma chambre, je mets des lumières rouges et bleues. Ouais, vraiment, je Tu suis t'ambiances. cliché. Je suis dans un shooting dans ma chambre. Je mets une petite lumière, de la musique, et ça me permet de me mettre dans cette dynamique créative et dans une espèce de bulle. Ouais. Des artistes en particulier, des que ambiances, j'écoute. J'aime beaucoup la dark wave, la new wave, et l'indie pop, un peu tout ce qui est indie, mais j'écoute un peu de tout, hein. Je peux écouter du Claude François comme du Très éclectique, Cure, comme du Dalida. Vraiment, ça passe un Ok. peu partout, hein. Question stupide, mais ça influence tes retouches. Claude François va être beaucoup plus lumineux. Claude François, ça va être plus glowy, très scintillant, alors que quand j'écoute de la dark wave, du Cure, de Clash, ça va être plus dark et tout. Non, ça influence pas, vraiment, ça dépend. Mais je me mets dans un mood. Par contre, ouais, je sais que quand je vais avoir une retouche plus sombre, je vais T'adaptes ton écouter des mood. musiques plus sombres. Je D'accord. suis adaptable, vraiment en fonction des Vraiment, retouches. tu es quelqu'un qui s'écoute. Exactement. Je suis dark, je vais vraiment Ouais. aller à fond là-dedans. Ah ouais, non, ça dépend vraiment du mood, mais c'est vrai que ce truc de se mettre dans une ambiance, mais je crois que beaucoup de photographes sont comme ça, pour en avoir discuté avec d'autres. On aime bien se mettre dans des ambiances un peu... Ouais. Mais je pense que ça concerne aussi, par exemple pour ma part, les études et tout ça, te mettre dans un mood quand tu vas réviser ou quand tu vas faire tes cours et tout, c'est super important, ça dynamise de ouf ton petit cerveau. Est-ce que tu as d'autres Voilà. projets que la photographie et du coup tu accordes du temps dans J'avais d'autres projets. Mais d'ailleurs, je peux la danser ici parce que pour ceux qui me suivent, alors je sais pas s'il y a des gens qui me suivent sur Insta, mais j'avais lancé ma friperie avec mon associé il y a 1 an, et j'ai quitté le projet il y a quelques mois, en juin 2021, pour des raisons personnelles et du fait que j'avais envie de me recentrer sur la photo. Mais non, j'ai pas de... Je pense vraiment que la photo, j'ai envie de me concentrer sur ça et de développer toujours dans la photo, mais d'accès à terme, j'aimerais vraiment faire de la réalisation. C'est mon but ultime. Ok. Faire des courts-métrages, de la réal. Parce que est-ce qu'il y a du coup, des débouchés du fait que tu contrôles une image, que tu saches tout ce qui est ISO, etc. Tu connais ce vocabulaire-là. Est-ce que tu as plus facilement accès
à un travail de réalisatrice? Est-ce que tu écris des courts-métrages? Est-ce que c'est en prévision? Je vois que vous avez bossé sur le sujet, madame. On s'est renseigné, on s'est renseigné. Un petit peu, un petit peu. On vous a stalké pendant 2 semaines, oui, on peut Oui, dire un ça, tout oui. petit peu. Alors, Elle va se mettre en privé. c'est ça. Non, en termes Banni de Charleville. projet, en termes de réalisation, c'est un domaine qui reste encore assez inconnu pour moi dans le sens où là, je vais réaliser mon premier court-métrage. C'est en préparation. D'ailleurs, personne n'est au courant à part mes proches. Donc là, je l'annonce. Mais Officieusement. vous ne saurez jamais la sortie, ça se trouve, ça sera dans 20 ans. Ouais, ça se trouve, ce sera dans 20 ans. Donc, mais c'est enfin, on est en pleine écriture. On est 2, du coup. Donc, je ne dis pas encore qui est cette deuxième personne. Mhm. Je le dévoilerai plus tard. Mais oui, j'avais vraiment envie d'attaquer ce genre de projet. Déjà, dans mes shoots, il y a une grosse DA, il y a une grosse partie de création. Enfin, je suis pas juste photographe, je suis aussi Oui. directrice artistique. Et pour moi, c'est 2 choses différentes. Et, Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre photographe et directrice artistique pour moi, la photo, quand tu es photographe, c'est vraiment pour moi purement technique. Pour moi, il y a des photographes techniques qui sont dans ce truc de, par exemple, tu vas avoir telle prestation, tu dois faire des photos pour une entreprise, pour un mariage, et ça reste purement technique. Alors que pour moi, quand tu rajoutes la direction artistique à la photographie, c'est ce côté de création qui sort. Tu vas créer une ambiance, tu vas créer tout un univers, et c'est pas juste de l'exécution. Là, c'est vraiment de la création en plus. Je le vois comme ça en tout cas. Ok. Je le dis avec mes mots parce que bon, j'ai pas la définition exacte. Et donc pour en revenir au court-métrage, oui, là, depuis 1 mois maintenant, je bosse sur un projet de court-métrage qui, j'espère, sortira en 2022. Là, on est en pleine écriture. Je l'ai fait avec un photographe qui, lui, a déjà réalisé 2 photographes. 2 photographes en une coréal. Une coréale, photographe, Coréal, ouais. court-métrage, déjà, ça donne envie. Ouais, ça donne envie, et on a des univers très proches. Alors, je ne vais pas dire qui encore, mais on a des univers très proches, et on va dire que le court-métrage va traiter d'un sujet assez lourd. Je peux dire le sujet en vrai parce que j'ai pas encore. Non, il n'y a pas de souci. Garde Je peux ton garder petit le jardin. sujet. Oui, Bon, tu je peux garde garder le ton petit sujet. jardin, s'il te Mais plaît. c'est un sujet assez lourd, et on va essayer de mêler justement une esthétique intéressante, mais traiter un sujet d'actualité, malheureusement. Est-ce que là encore, tu es influencé par du David Lynch Je t'inspire suis également dans la influencée photo par du vécu, je Ok. pense. Il y a du vécu de ma part et de la part d'autres gens. Je tease de ouf, mais je dis rien, c'est On horrible. attend le Donnez- truc. Donnez vos réponses en commentaire. C'est horrible. Non, ouais, influencé, toujours les inspirations esthétiques. Il y a vachement Gaspard Noé. Moi, c'est un de mes réalisateurs phares où je suis folle de son esthétique. Et Dario Argento aussi. Ok. Mais ça sortira, ouais, j'espère, en 2022. Ok, très bien. Mais Ouais. c'est un gros travail. Hein. C'est différent de la photo. Ça n'a rien à voir. Donc, Comment en plus là on est sur déjà le principe de co-réalisation quand même assez complexe quand c'est 2 personnes du milieu du cinéma. Toi qui en plus du milieu artistique toujours mais côté photographie, comment 2 photographes se disent comment vous travaillez l'image, tout ça c'est je pense que là, on est. Le côté d'écriture, on s'y connaît dans le sens où, de toute façon, on est tous les 2 dans une perpétuelle création, et on a toujours été dans ce processus-là. Je pense que ce qui va être plus compliqué, mais ça va être un challenge de toute manière, ça va être le côté de on va s'entourer de qui, on va avoir besoin de qui, comment on va faire pour trouver les lieux, les cadreurs, toute la régie. Enfin, va y avoir tout un truc où on va découvrir en même temps, mais je pense que ça peut être intéressant. Et puis, Et parce que là vous n'avez pas votre réseau du coup qui peut vous aider. on a des contacts, malgré tout. Des gens avec qui on n'a pas bossé, mais on a des contacts. Donc, je pense que ça peut le faire. Moi, j'y crois. De toute façon, j'aime bien me lancer des petits challenges et me dire, j'ai jamais fait ça. Et en plus, il va y avoir des dialogues. Et enfin, ça va être J'adore votre un état sacré d'esprit, Lisa délire. Grossman. Mais moi, ça me motive, et ça me fait un peu de l'adrénaline de me dire, ok, on se lance dans un truc totalement inconnu. Mais ça va être cool. Je sens que ça va être cool. Et par rapport à tous tes projets, est-ce que ton public est toujours au rendez-vous? Alors, je trouve que j'aime pas dire communauté. J'aime pas. Coucou ça la fait vraiment... commu. J'ai pas une Salut la communauté, commu. mais Je l'ai trop ouvert comme ouais. ça, j'adore cette phrase d'intro. Mais les gens qui me suivent ont toujours été là. J'ai fait beaucoup de projets engagés, je pense, donc ça joue.
Et j'ai une communauté qui est là, donc il y a des gens qui se rajoutent au fur et à mesure, mais j'ai vraiment une communauté. Dès que je sors un projet un peu fort, on m'envoie des messages en DM pour me dire ok, ça c'est trop cool et ça m'a fait penser à ça et ça m'a touché pour telle ou telle raison. Donc, Moi, j'avoue que je suis assez fan de tout travail. Il y a quelques... Oui, bon, déjà du Oh là travail en là. général, sinon tu ne serais pas là, hein, très clairement. Oui. Voilà. Mais tu as une photo qui est magnifique sur l'acné. Ouais, j'ai fait enfin, c'est même pas une série photo car vraiment ça a duré 10 minutes. Les prises de vue ont duré 10 minutes et c'était une série photo avec ma sœur il y a maintenant 2 ans, je crois, où il y a Juju, on t'embrasse. Juju qui est incroyable. Big On up. t'embrasse fort. C'est génial. Et qui a eu une grosse période compliquée avec son acné où c'était fort et elle en souffrait beaucoup. Et je lui ai proposé justement de la prendre en photo sans maquillage, sans rien pour ça pouvait être intéressant quoi d'exploiter ce sujet-là. Et ça a été très émouvant parce que elle pleurait pendant le shooting mais ça a duré 10 minutes, mais c'était les 10 minutes les plus intenses en termes de photos. Fort en émotion. Où j'ai fait des gros plans et j'ai fait quasiment, il n'y avait pas de fond photo, il n'y avait rien et c'était que des plans serrés et donc il y a 7 photos, j'ai ressorti qu'une photo. Je me suis dit il en faut qu'une, mais ce sera la photo qui Elle va... est sublime. Et elle a un regard incroyable dessus et on voit une moitié du visage quand je l'ai retouchée. J'ai même quasi pas fait de retouche alors que je suis dans un truc très pop, à tester plein de trucs en termes de retouche, mais là il y avait quasi rien et c'est, je crois, la photo qui a le plus marché sur mon Insta. Donc stylé. Pour revenir un peu au contrat, est-ce que ça t'arrive d'en refuser des contrats? Oui. Parce qu'on parlait de tes valeurs, ouais. tout ça, d'engagement. Est-ce que certaines choses, justement, par rapport à tes valeurs et à tes Ouais. engagements, tu te dis non. Tu partages pas et du coup tu refuses. Alors j'ai 2 expériences un peu, enfin une expérience plus globale, une expérience un peu plus détaillée à vous proposer aujourd'hui. Alors on va dire qu'en général il y a des shootings que je refuse. Des fois j'ai des demandes sur Insta de shoot un peu en mode sadomaso. Oui, j'ai reçu un message un jour de quelqu'un qui me disait oui, j'aimerais que tu me prennes en photo et que je sois ton soumis. Et j'étais là en mode désolée, mais Alors ça va être très compliqué. je ne juge pas. J'ai vraiment dit je ne juge Oui. pas ton délire. Chacun est dans son truc, mais Oui, je ne fais tout à pas fait. ça. Et la personne m'a supplié de le faire et je l'ai pas fait, bien Ok. évidemment. Et je bloque en général quand je vois un peu des messages comme ça. Ça m'arrive, mais c'est assez rare. La plupart du temps, j'accepte tout. Enfin, j'ai quand même les Tu vas à personnes- la rencontre, en tout cas, du projet. Ouais, je vais à la rencontre du projet, mais ça m'est arrivé par contre donc mon premier gros contrat d'ailleurs, je ne m'exprimerai pas trop sur, je ne vais pas donner de nom ni quoi que ce soit, mais par contre mon premier gros contrat, je me suis retrouvée face à une personne qui ne partageait pas du tout mes valeurs, dans le sens où évidemment, quand tu prends contact avec la personne, tu te dis pas bon, cette personne, elle est ultra misogyne, sexiste et tout ce que tu veux. Et en fait, tu t'en rends compte sur le tournage où tu te retrouves face à donc premier jour de shoot où la personne en pleine pause repas te dit, on parlait de Gaspard Noé et d'Irréversible et qui nous dit du coup, on est arrivé sur le thème du viol, voilà, et qui nous dit mais un viol dans un couple n'est pas un viol. Et tu te retrouves face à ce genre de situation où ton client te dit ça et tu te dis mais comment je réagis? C'est la personne que tu es. Et vous étiez juste en pause, c'était pas la fin On du... était en pause. Il était midi, on avait encore 7 heures de shoot. Et déjà, une Ouh. bonne heure pour parler de viol Oui, autour d'un un bon repas. plaisir. En train de manger mes macaronis au fromage, c'était super. J'ai Mac and adoré. cheese et viol. J'adore. Et Un bon en fait, programme. dans ce moment-là, tu fais face à ça, tu te dis ok, donc là, c'est mon client, il me paye et je ne peux pas réagir comme je voudrais réagir habituellement avec des amis ou des gens que je rencontre dans ma vie privée. Et tu as ce truc d'expliquer de manière très diplomate que si, c'est un viol et c'est assez fou et tu te retrouves du coup dans ce monde de... donc je vais sur notre thématique de ta crédibilité en tant que femme et de plein de choses comme ça où tu te retrouves face à des clients qui te respectent pas forcément mais tu l'apprends sur le tas. Et il faut gérer ça et il faut faire sa place. Et, Chacun peut avoir sa définition de directeur artistique, mais le consentement est une définition universelle. Oh waouh. Charlotte. C'est bien quand je fais C'est des phrases une en phrase magnifique. En gros, tu vas refuser, donc ça t'arrive de refuser des contrats. Et quand tu refuses un contrat, est-ce que du coup, tu vas avoir des difficultés pour compenser ce non-shoot, du coup?
Tu vas le compenser par un autre travail, une autre collaboration ou tu déjà as assez prévu de en ressources amont, pour... En vrai, il y a pas trop de compensation dans le sens où, pour moi, un shooting est acté à partir du moment où je sais que je vais faire ce shoot, à partir du moment où on discute des tarifs et que, en fait, s'il n'y a pas de discussion de tarifs et que je sens que la personne n'est pas OK et que je vais pas la shooter, en fait, il n'y a pas trop de compensation, vraiment. Je compte pas sur eux. Je me dis pas, ah oui, lui, il allait vraiment faire mon mois. En général, c'est des particuliers, c'est des gens qui arrivent. Tu sais pas d'où ils sortent et c'est pas des contrats comme la marque de vêtements avec qui j'avais pu bosser justement, et avec qui c'était compliqué. Mais ça, tu t'en rends compte après, malheureusement. T'as jamais, au premier abord, quand tu t'appelles et que tu fais le devis, tu sais jamais comment va être la personne. Tu le vois souvent sur les tournages. Donc non, pour répondre à ta question, non, il n'y a pas de compensation. Elisa Grossman, plutôt équipe ou solo? Ah, très bonne question, Charlotte, très bonne question. Alors, je travaille beaucoup en solo. De base, je suis plus solitaire dans ma manière de travailler, mais j'ai appris à m'entourer, et j'en parlais tout à l'heure, justement, le fait de travailler avec une équipe, ça m'aide à mettre j'allais dire à mettre des mots sur mes envies, mais pas du tout, à mettre des images, Des petites. ouais, vous avez compris. Ouais, non, mais ça... Tu as énormément de compétences. Tu es quelqu'un de complètement fou au niveau de ton univers, tout ça, mais tu sais également t'entourer du coup de personnes de confiance qui sont experts dans leur domaine. Tu parlais tout à l'heure de Dana Moua. Dana Mua, ouais. Dana Moua. Et Dana, du coup. Donc, Mais Dana ouais. et D apostrophe Anna. Non, Dana, comme la tribu de Dana. Très bien. J'y suis pas du tout. C'est pas grave. Ok, d'accord, bon. J'espère que quelqu'un a la ref. Non, mais t'as la rêve quand même. Dana. La tribu de Dana. J'ai Danao à la limite. Mais... Non, sérieux. Tu vois, c'est pour ce genre de non-référence que tu n'as pas de beignet fourré. Wow. Ah mais oui, là tu Non, mais, mérites hein, on l'absence est de d'accord, fourrage grand dans ton Manitou. beignet. Hein. Ah non, mais là... La sur ces tribu de personnes-là. Dana. Non, sérieux? De Mano? Tes soirées doivent être tristes et les nôtres très beaufs. Tu as une équipe qui te suit à chaque fois ou tu as des personnes différentes dans chaque ville? Par exemple, tu interviens beaucoup à Paris, à Lyon et dans le sud. Aix-en-Provence particulièrement, non? Ouais, Marseille, ça dépend. Ouais. Plus Marseille maintenant. Ok. Ou est-ce que toute seule? Alors, la plupart du temps, il y a des fois où je travaille toute seule, mais la plupart du temps, quand j'ai des projets, c'est en groupe, en équipe. Et j'ai construit un peu ma petite équipe dans le sens où je travaille beaucoup avec une maquilleuse, Kida Mua sur Instagram, donc Megan. Allez la suivre, elle est très talentueuse. Je fais beaucoup de pubs aujourd'hui. C'est vraiment le but de cette chaîne, il ne faut pas hésiter une seule seconde. Ouais, Megan, qui est maquilleuse, a son compte aussi, et qui est formidable et qui fait un travail de malade. Kida Mua. Ok. Quidamua. Motus. Okay. Je m'entoure de Megan, par exemple, voilà, qui est incroyable. Bon, Megan, c'est vrai que je shoot beaucoup avec elle et on a beaucoup de projets ensemble, mais il y a d'autres gens. Enfin, je construis un petit peu ma petite équipe avec des personnes de confiance, car j'aime bien travailler avec les mêmes personnes, car on se comprend et il y a moins de... elle comprend mon univers, je comprends le sien et ça s'accorde bien. C'est comme une petite famille, quoi. J'aime bien. J'ai monté ma petite famille, mais j'aime bien aussi travailler avec de nouvelles personnes, mais je suis ouverte à ça. Et j'ai toujours ces côtés solitaires quand même où j'aime bien être à la tête d'un projet, le diriger de A à Z. Et, donc c'est un peu mon petit défaut peut-être, je sais pas. Mais non, pourquoi ce serait un défaut? Je sais pas, ça peut... Je pense que c'est une qualité et un défaut parce que c'est bien aussi d'écouter les autres et justement que chacun puisse apporter sa patte et son idée. Mais c'est bien aussi de se faire confiance, donc je sais pas, ça dépend. T'adaptes après en fonction de chaque projet, de chaque oui, phase, bien de sûr. chaque... Donc au final, c'est pas spécialement là, justement, un défaut. je me lance dans un court-métrage où on va être deux réals, donc c'est gros challenge aussi de pouvoir travailler avec quelqu'un où on est tous les deux réalisateurs. Et du coup, les équipes que tu as, c'est quoi leur rôle, de qui elles sont constituées? Je sais pas, t'as parlé de maquilleuse, c'est ça? En général, ouais, je bosse beaucoup avec des maquilleurs, maquilleuses et parfois stylistes, mais ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Parfois oui, parfois non, parce que des fois tu vas avoir des modèles pour des projets perso qui ont des vêtements de dingue et t'as pas besoin de styliste. Mais j'aime bien m'entourer de stylistes, potentiellement plus tard de set designer. Donc set designer, pour ceux qui savent pas, c'est quelqu'un qui crée le décor.
Et je trouve ça trop fou de me dire qu'il y a quelqu'un qui va te créer un décor sur mesure. Et ouais, il y a ça, peut-être coiffeur, coiffeuse, mais ça m'est jamais arrivé, je crois. Quoi, après, peut-être assistant lumière, mais ça dépend. En fait, les équipes varient vraiment en fonction du shoot. Mais c'est un peu... T'as pas besoin de beaucoup de gens, mais c'est des gens... Pour moi, il faut ça pour constituer une bonne équipe. C'est un peu les bases. Donc, si on récapépète, on a Oui. 7 designers. Dans l'idéal. Dans l'idéal, l'idéal, super l'idéal. équipe de ce qu'il faut. 7 designers, coiffeur, Coiffeuse, maquilleur, maquilleuse, maquilleuse, habilleuse, styliste. Styliste, c'est bien, il n'y a pas besoin de le dire deux fois. Styliste. Ouais, et il y avait un dernier... Ouais, peut-être assistant lumière, ça c'est pratique. Ouais. C'est extrêmement pratique parce que tu peux pas tout gérer. Enfin... Parce que tu restes focal sur ton cadre, du coup. Ouais, t'es sur ton cadre et t'as besoin des fois, tu sais, que ta lumière, elle soit dans un certain angle et pas besoin de poser pour sortir le tabouret. Ouais. Et pour moi, ouais, tu peux pas être là et faire attends, je fais une photo puis non, c'est des fois je le fais mais c'est hyper galère. L'aspect pratique, c'est pas... Et la lumière c'est ultra important dans mes shoots donc je suis un peu tatillon sur ça. Est-ce que les personnes avec qui tu travailles justement depuis toutes ces années, j'ai envie de dire, mais non, un an et pas demi tant que ça, Ouais. sont toujours disponibles? Et si elles ne le sont pas, comment tu fais J'ai des gens, ouais, quand même la plupart du temps ces personnes sont disponibles. Après ça m'est déjà arrivé de justement qui ne soient pas là parce qu'ils ont un autre taf ou ils ont d'autres shoots car ils ne travaillent pas qu'avec moi bien évidemment. J'ai toujours des plans B. J'ai toujours ce truc de me dire ok si telle personne peut pas, je vais contacter telle personne et j'ai même un plan C, un plan D. Enfin, tu te bases jamais sur un contact quoi parce que sinon t'as des bonnes ressources. Ouais, je prépare toujours mes arrières et je sais que quand je vais à Paris, j'ai tel styliste. Quand je suis à Lyon, j'ai tel styliste. Après, ma maquilleuse, ma maquilleuse, elle m'appartient pas, mais la maquilleuse avec qui je travaille se déplace beaucoup à Paris, donc ça va. Et elle est toujours dispo, donc c'est trop cool. Mais sinon, quoi qu'il arrive, t'as toujours des plans B et il faut toujours assurer ses arrières au cas où. Parce qu'il y a beaucoup d'imprévus, ça arrive. Comment ça, les imprévus? Sur les shootings ou des projets où t'as telle personne le matin, elle te prévient qu'elle peut pas venir quoi. Et justement, tu fais comment genre dans l'immédiat? Admettons, là tu vas sur un shoot et t'as ta maquilleuse qui te dit non. Et toi t'es déjà là et tu fais si. Et c'est un problème. Dans ces cas-là, alors ça m'est déjà arrivé. Dans ces cas-là, soit j'arrive à trouver quelqu'un qui est disponible, mais dans le pire des cas où tous mes contacts ne sont pas dispo, je m'en occupe. Je m'en occupe parce que en fait déjà au début de la photo je faisais par exemple le maquillage et la coiffure, les vêtements, je m'occupais de tout et en fait je me suis toujours dit de toute façon il faut pouvoir compter sur soi et tu pourras toujours compter que sur toi. Donc si jamais t'as personne, il faut que tu puisses être capable de tu feras peut-être pas un taf aussi bien mais parce tu que es c'est capable. vraiment des métiers à part entière et ah oui et ils font des travails de ouf. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que dans ces moments-là, tu dis bon, on n'a pas le choix, on va y aller. Et ça m'est déjà arrivé, vu que de toute façon, au début, je le faisais. Et par contre, je vais pas vendre mes prestations. Je vais pas vendre une prestation de maquillage. Hors de question. Donc, du coup, ton parcours, en fait, il t'a permis d'être vraiment multifonction, quoi. Un couteau suisse. Ouais. Mais après ça, je le fais quasiment plus, ça m'arrive, mais j'aime bien compter sur d'autres gens parce que j'ai d'autres choses aussi à gérer, quoi. Et tu peux pas tout. J'aimerais bien pouvoir tout gérer, mais en fait, au bout d'un moment, tu peux pas. Tu parlais de paiement de prestations. Est-ce qu'on va... Du coup, dans les prestations, est-ce que tu te rémunères uniquement? Est-ce que tu rémunères toutes les personnes qui travaillent avec toi? Est-ce que dans le contrat, par exemple, l'argent est directement divisé ou c'est toi qui reçois tout et qui divise à part Alors, ça dépend, mais en général, la plupart du temps, tout est divisé. J'ai déjà eu justement le client avec qui ça s'était pas très bien passé. Lui, il voulait que je gère tous les contrats avec la maquilleuse et les modèles. Je dis non, c'est pas possible. En fait, eux, ils sont en auto-entreprise et moi aussi. Et il n'y a pas une échelle de OK, le photographe gère tout et puis il y a le reste. Pour moi, on est tous à un même stade on a chacun notre taf et on a chacun à gérer notre contrat. On est tous là pour un seul et même projet. Il n'y a pas quelqu'un qui... Ouais, non, on n'a pas... on a chacun nos choses à gérer. Donc, en général, on me paye moi et puis le reste, chacun gère son contrat. C'est pas à moi de gérer, de négocier le montant de ta rémunération. Non, chacun fait son truc. Sinon...
D'être payé. Bah, sinon, je ensuite suis d'aller- payée pour ça. Du coup, il n'y a pas de souci, mais payez-moi pour ça, Mm. quoi. Mm. Et ça m'est déjà arrivé de devoir négocier pour justement des collègues. Et maintenant, je le fais plus, quoi, parce Ouais. que tu perds beaucoup d'énergie et de temps. Et du coup, tout ce qui est. Enfin, on va rester dans le point finance. Yes. Par exemple, tu nous as dit que tu vas aller à Paris. Comment est-ce que tu te loges? Est-ce que c'est toi qui payes? Est-ce que c'est toi qui payes tes trajets? Est-ce que qui paye pour toi? Comment ça se passe? Alors, en ce qui concerne les trajets, j'ai un super abonnement qui s'appelle TGV Max. Mhm. Je sais pas si vous connaissez ou c'est pour Bah, les moins de J'ai 28 été ans. très surprise. La plupart ne connaissent pas forcément TGV Moi, Max. je connais pas. oui, C'est vrai? Ouais. Tu vas voir, c'est. Je prends très C'est peu le TGV. Il super. faut dire que du coup. Tu vas voir. TGV Max, incroyable. Je crois que c'est pour les moins de 28 ans et tu payes 79 € par mois et tu as plusieurs trains gratuits. Et je me débrouille toujours pour avoir des trains gratuits. Donc je paye pas. Enfin, je paye. Si, je paye, mais Tu payes un forfait, quoi. que 80 €. Et Ok. comparé à tous les déplacements que je fais, c'est cool. Donc en soi, c'est toi qui payes ton déplacement. Ouais. Ok. Ouais, je paye mon déplacement. Bah, de toute façon, je paye avec ma boîte, enfin, Mm. parce que j'ai une carte professionnelle, donc je paye avec ça. Et logement, alors, la plupart du temps, j'ai cette chance d'avoir pas mal de copains sur Paris, donc je loge chez mes potes. Mais ça m'arrive parfois de louer des Airbnb pour faire des séances qui seront du coup un peu plus onéreuses. On va faire une séance dans un thème particulier et je fais des recherches de Airbnb. Oui, parce que tu shootes pas que en studio. Non, je shoot pas. J'aime beaucoup shooter en studio parce que ça me permet de créer un univers par la suite et de bien gérer les lumières. Et j'aime beaucoup shooter en intérieur. Mais des fois, j'aime bien louer des Airbnb qui sont un peu atypiques, mais c'est un gros travail de recherche. Et j'ai pas tout le temps de le faire, quoi. Et du coup, pour ton équipe, c'est pareil, c'est eux qui se payent le trajet et après sur place, parce que si, Ou ils sont admettons, peut-être déjà sur place. oui, voilà, une personne que tu as déjà à Paris, j'en parle pas, mais admettons si là, en partant de Lyon, tu as besoin d'une personne que tu embarques avec toi, est-ce que du coup ça se passe pareil? Alors en général, si là par exemple, tu as Megan justement avec qui je travaille qui est maquilleuse, elle a aussi l'abonnement TGV Max. Donc en fait, ça rentre dans ses prestations dans le sens où si j'ai un contact avec un particulier qui veut avoir une maquilleuse pour un shoot ou un maquilleur, je vais lui donner le contact de le maquilleur ou la maquilleuse avec qui je travaille et elle va le contacter directement. Et en fait, on sépare les prestations, on fait un truc ensemble, mais chacun gère un peu son truc et ses déplacements. Moi, si par exemple j'ai besoin de quelqu'un sur Paris, il faut que la personne puisse être sur Paris. Si elle ne peut pas, je peux pas défrayer Oui, c'est la vraiment personne. un regroupement C'est pas moi qui ai besoin d'elle, c'est le client a besoin d'elle. Donc à la rigueur, elle voit ça avec le client, elle dit bah voilà, il me faut me défrayer, mais vu que c'est pas moi qui ai besoin de cette personne et que c'est pour tel client, c'est pas à moi de gérer ce genre de choses, quoi. De toute façon, le photographe n'a pas à gérer tous les membres de l'équipe, quoi. Puis à ce côté du truc de se dire ok, il y a une échelle, un peu une échelle sociale de il y a les photographes, les maquilleurs, les Qu'est-ce que tu en stylistes penses et, de ça parce que... ça me gêne un peu, mais je le vois souvent dans des projets où par exemple quelqu'un va me contacter pour faire des photos et qui est intéressé par le make-up, par le stylisme, et quand tu sors le prix des prestations, il y en a beaucoup qui disent ah mais non, mais je vais rester que sur les photos, alors comme si le reste n'était pas essentiel et ils n'ont besoin juste que de l'image, alors que non, ça. Donc ça, moi je le remarque beaucoup, ce côté d'échelle en mode t'as les photographes et puis le reste. Oui, mais t'es quand même indispensable dans le sens où, par exemple, une personne veut bien sûr, un ouais. shoot, ils peuvent se dire bah je veux que le shoot et pas le maquillage, mais si t'as que le maquillage et pas le shoot, ça ne marche pas. Et puis chaque personne est extrêmement importante dans Ah dans oui, le non, mais bien projet. sûr. Et on peut Mais c'est de là que naît cette échelle, quoi, du coup. et je trouve que tes photos le montrent beaucoup, quoi. On peut enlever chaque élément, lumière ou maquillage ou habillé, etc. Enfin, c'est tout un ensemble qui en font des petites œuvres d'art, quoi. Oui. Oui, évidemment, moi je pense que c'est un tout et pour moi, il faudrait qu'on puisse mettre autant de budget dans la photo, dans le make-up, enfin à sa juste valeur. Mais il n'y a pas tout le monde qui le voit de cette manière. Après, tu vas pas dire à un client non, je bosse pas avec vous parce que vous voulez pas mettre d'argent dans le make-up. C'est son choix. Après, moi je suis pas d'accord avec ça et en général, je pousse les clients à dire si vous avez besoin de ça
et que vous voulez telle prestation, bah ouais, vous allez avoir besoin ça, quoi. d'un make-up artiste, de styliste. Enfin, c'est un tout, quoi. C'est un prix, quoi. Et pour moi, c'est évidemment que la photo et le maquillage, tout ça, ça reste un luxe, on va dire. Mais à ce moment-là, tu mets le prix, quoi. Moi, ce qui me gêne, c'est vraiment les clients qui vont payer un photographe et par contre vont prendre des potes en maquilleur, maquilleuse, styliste et ne vont pas les rémunérer. Ça, par contre, je n'accepte pas. Hors de question. Et ça m'est déjà arrivé à faire face à ce genre de situation. De personnes qui prennent toutes les thunes et puis ensuite on n'engage que les copains-copines pour... Ouais, en fait, mais je le savais avant. Soit c'était sur le tournage, enfin sur le jour du shoot, soit c'était avant. Il me disait, je disais, bah alors vous avez trouvé quelqu'un Ouais, j'ai une pote qui va me faire le maquillage gratuit. Et j'étais en mode, ah non, ça c'est pas possible. Tu peux pas. Pour moi, il y a à partir du moment où quelqu'un est rémunéré, tout le monde doit être rémunéré. Mais bon, il faut se battre pour ça. Mais moi, ça me semble logique. Mais quand je suis arrivée dans le monde de la photo, je me suis rendu compte que non, en fait, ça se faisait beaucoup. Oui. C'est fou, ça. C'est fou, Tout le monde s'arrange sa petite sauce. Est-ce qu'il n'est pas le temps de conclure Si, par de notre, conclure, nos ouais. petites questions De toute façon, on a bien fait le tour, hein, je Le crois. tour. Le tour. Là, on a bien séché le sujet. Oui. On a parlé des éléments déclencheurs, comme on est passé de Elisa Grossman, enfant dans le sud de la France, à bonjour, je pèse dans le game de la photographie. J'espère que ce n'est que le début. J'espère. Tout ça est arrivé très vite, Ouais. on a pu le voir. Mars 2020, sortie de confinement, tu t'es très vite quand même rentré dans de l'autosuffisance. Alors si, on l'a géré ça. Comment tu l'as géré et surtout comment tu vois la suite? Comment tu as pu créer Est-ce que tu as eu le temps de créer ta suite de projet? Tu vois ce que je veux dire dans le sens où normalement on dit par exemple pour une carrière artistique ça met 10 ans de galère, de machin. Toi tout est arrivé à presque 2 mois. Je pense que c'est vrai que ça allait très vite. Moi, je vois beaucoup de potes autour de moi, photographes qui galèrent et qui sont là depuis 7-8 ans. Mais moi, ce qui m'a aidé et ce qui a été un peu ma grande aide, ça a été le fait que j'ai fait des études de communication. Pour moi, il y a beaucoup de gens très talentueux. Il y en a énormément. Juste, le problème, c'est la communication que tu vas avoir. En fait, si tu es très talentueux mais que tu communiques pas, en fait, personne va connaître ton travail. Oui, et c'est pas parce que les réseaux sont ultra importants dans ta vie, dans ton métier, c'est parce que tu sais les manier aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération où les réseaux, c'est quand même, pour moi, c'est ton CV, quoi. C'est ton CV, surtout dans le milieu artistique. Alors, évidemment, il y en a qui arrivent à passer outre tout ça, mais je pense que quand tu veux te lancer et que t'as aucun bagage et t'arrives de nulle part et que t'as pas de contact, les réseaux, c'est une aide mais tous, de toute incroyable. façon, en soirée, on balance un nom, c'est direct. Tu vas sur Insta. Ouais, c'est ça. C'est quoi sur Insta Tu regardes sa tête, tu regardes ce qu'elle a fait. Et presque, il y a déjà les premiers préjugés qui viennent sur cette personne, ne serait-ce que par son... Alors qu'elle n'est pas forcément artiste, cette personne. Donc... Pour moi, les réseaux, ça a été... je pense que la communication m'a vachement aidée, où je communiquais tout le temps, et même encore aujourd'hui, je fais du contenu pour communiquer sur ce que je fais. Et c'est ça qui a fait que c'est monté hyper vite. Et j'ai fait des bons choix aussi stratégiquement, en termes de, OK, je vais contacter qui, je vais démarcher telle personne, et ça va me rapporter ça. Après, pour la suite, j'y viens un peu au jour le jour où... je vais pas prévoir sur le long terme. Moi, j'ai mon but ultime de faire de la réalisation, mais je prends mon temps, parce que justement, c'est arrivé très vite, en 2-3 ans. Je me dis, OK, prends ton temps, prends ce que tu as à apprendre, crée tes projets, et puis justement, pour moi, le court-métrage, c'est un peu la prochaine étape on essaye de mettre un pied dans le cinéma, et déjà dans la vidéo, et voir un peu où ça peut mener, et démarcher justement, tu vois, des festivals... pour que le projet soit amené devant la scène, qui sait, on verra bien. Mais pour moi, ça se fait par étapes, et j'ai le but ultime, j'ai la prochaine étape, et ensuite on verra. J'ai toujours fait comme ça, quoi. Okay. Qu'est-ce que tu donnerais comme petit conseil pratico-pratique à une personne qui voudrait se lancer un petit peu comme toi, sans forcément passer par une école, ou même si tu as des écoles à conseiller, qu'est-ce que tu conseillerais en fait à quelqu'un
École, pas école, le Ouais, grand sujet. le débat. Le gros débat. Qui voudrait se lancer en photo ou Ouais, en peu photo. importe. En photo. Non, dans le jardinage. Qui c'est dans la pâtisserie? Moi, je peux vous donner des conseils, mais vous le savez pas. C'est tout. Moi, j'ai pas fait d'école. Je pense que l'école, ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. Pour moi, si tu as déjà ta patte et tu sais où tu vas aller, l'école, c'est pas nécessaire. Après, si toi, le milieu de l'image en général et de la photo t'attire, l'école, ça peut être intéressant justement pour... tu vas toucher à plusieurs... Pour aller explorer dans une ouais. bulle de sécurité. Ouais, exactement. Tu vas toucher à plusieurs milieux et tu vas dire, ok, ça me plaît, ça me plaît moins. Et ça te permet aussi de trouver vers où tu vas aller et aussi surtout les aspects techniques qui sont quand même... important pour pouvoir gérer ton appareil Oui, photo. parce que tout le monde n'est pas autodidacte. Ouais, c'est ça. Il y a plein. Aujourd'hui, franchement, il y a plein de tutos sur YouTube pour utiliser Photoshop, pour utiliser ton appareil photo. C'est une mine d'or Internet. Donc, pour moi, j'ai cherché comme ça et puis aussi pratiquer. C'est con, mais c'est bien d'aller à l'école, mais si tu pratiques pas derrière, si tu testes pas des trucs, pour moi, il faut tester. Moi, je faisais des photos tout le temps. J'avais une idée, je la faisais. J'attends pas 3 ans de me dire ok, t'y vas quoi. Et bien évidemment le côté communication, de poster sur les réseaux. Si tu n'as pas de contact, évidemment démarcher, pourquoi pas faire des expos. Tu vas voir dans des cafés, tu proposes. Ça c'est important et c'est toujours hyper gratifiant de voir ton taf sur papier et que les gens viennent le voir en vrai. Mais pour moi c'est une étape supérieure où dans un premier temps, sans trop de moyens, tu postes sur les réseaux et tu fais des TikTok et tu fais du contenu. Et c'est comme ça que tu te fais une ouais, commu. Tu parles de ta démarche artistique, de tout ça, tu te fais une communauté. Enfin, ça peut monter très vite les réseaux. Ouais. Mais moi, je le vois comme ça. Et puis lire, sortir, voir des films, c'est tout bête, hein, mais c'est comme ça que tu t'inspires. Hein. Il y a des livres peut-être ou des films sur la photographie qui t'ont aidé, que tu as dans la bibliothèque ou, Il y a un film auquel je pense, que j'ai vu il y a pas longtemps d'ailleurs et qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a fait remettre en question plein de trucs, c'est Les plages d'Agnès Varda. Agnès Varda qui m'a toujours inspirée. Grande réalisatrice de la nouvelle vague des années 60. embrasser qu'on embrasse là-haut et qui avait une vision. Elle a fait justement un documentaire donc autobiographique, enfin c'est un autodocumentaire sur elle-même et il est sur Netflix, je sais pas s'il y a encore, mais n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est ultra inspirant et elle parle justement de son parcours et de sa vision de la photo parce qu'elle était photographe avant d'être réalisatrice. Et elle parle justement de tout ça et c'est très inspirant. Allez voir les films d'Agnès Varda aussi, par ailleurs. Évidemment. Cléo de 5 à 7, incroyable. J'aurais plein de films à recommander, mais on va pas... Non, mais est-ce que c'est comme ça aussi que tu alimentes ta créativité, du coup? De regarder des films? De quoi Oui, c'est ça, mais de différents films, Oui, c'est ça, ouais. Je regarde des films, je lis, je sors. Rien que le fait de sortir, tu vas à des expos, tu vas voir d'autres artistes aussi. Tu t'inspires aussi d'autres artistes. Enfin, ton inspiration, elle sort pas de nulle part. Tu dis pas, inspiration. C'est, ouais, tu sors, tu vois des gens, tu rencontres du monde. Je pense que c'est là où ça fuse, quoi. C'est là où tu crées. Après, ça dépend des gens. Moi, je crée quand je suis bien et quand je suis bien dans ma vie et quand je suis heureuse. Alors que d'autres, c'est quand ils sont au plus mal, quoi. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu as quand même une phrase par rapport à ton expérience à dire à notre petit lopiote qui... Une phrase Une seule. Une phrase, c'est juste, Une ne fais phrase. pas Un une mot. dissertation. Non, Quoi. Quelqu'un, par exemple, qui a envie, mais qui n'ose pas forcément, de toi par rapport à ça, ton élément déclencheur, bon, on l'a compris, ça a été une énergie qui, d'un seul coup, est arrivée en mode, bah, en fait, c'est ce qui me fait du bien, donc je vais y aller. Je pense que je parle à vous, auditeurs, auditrices. Il faut pas avoir peur de se lancer, ça a l'air tout bateau, mais pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Et à partir du moment où tu te focuses sur la concurrence, c'est là où ça devient problématique. Pense à ton taf, entoure-toi de gens, entraide aussi les gens qu'il y a autour de toi. Et je pense que ça marchera, en fait. Au bout d'un moment, tu travailles, tu crées. Au bout d'un moment, de toute façon, le travail paye et il faut pas hésiter à y aller. Et puis, de toute façon, si tu te prends une porte dans la gueule... t'inquiète pas qu'il y en aura plein d'autres derrière. Enfin, tu t'en prendras, mais franchement, derrière, il y a plein de belles surprises qui
qui t'attendront Et arrêtons un petit peu cette histoire de concurrence. Oui, Restons la place pour bienveillants tout le et monde. bienveillantes et tout ira pour Oui. le mieux. Tout ira pour le mieux. Exactement. Est-ce que tu referais tout pareil si tu devais, si Ah on te oui, dit, ouais, franchement, ouais. Ouais. Avec ses erreurs et ses réussites, je referai tout. Bah, c'est trop cool. J'aime trop. Est-ce qu'on en vient à cette Fameuse question. dernière question, la question existentielle, Elisa Oh, wow. Grossman. C'est quoi tes envies pour la suite? Ça fait pas J'en du tout. étais, j'étais sur ton état d'esprit, mais oui, pourquoi pas, Ah. oui. Mais oui, Bon, carrément. Bah, l'état d'esprit alors. L'état d'esprit, tu nous l'as raconté un petit peu sur Ouais. le fait que tu ne changerais Tes rien valeurs et et. que tu aimes ça. Du coup, on parle d'état d'esprit ou la suite j'ai pas. Tes envies Mes pour la envies, suite. ouais. Dans les on peut me prochains souhaiter de me lancer plus dans la vidéo. Mhm. C'est vraiment un canal qui m'inspire beaucoup. Je sais pas pourquoi je prends l'accent de Pour je ne sais revenir aux qui. racines. Non, ouais, plus de vidéos pour développer encore plus mes idées, que ce soit en mouvement ah oui, d'ailleurs, rien à voir en fait, je viens d'y penser. Il y a un super livre sur la photo qui est trop bien. C'est La Chambre Noire de Roland Barthes. Roland Ok. Barthes. Alors, c'est Roland Barthes, normalement, j'aime bien dire Barthes. Oui. Comme ça, ouais, C'est pour c'est ça un que genre j'aime. de foot et en plus, tu sais l'écrire. Donc c'est La cool. Chambre Noire de Roland Barthes qui parle justement de la vision de la photo. Trop intéressant. Et ouais, faire des courts-métrages et pourquoi pas des longs-métrages. Et on verra. Mais j'aimerais trop faire ça, ouais. Ce serait mon but. C'est petit ça, goal, quoi. pour moi, c'est ça la suite. Et faire des gros projets. Des gros projets. Ok. Et Très que de bien. la réal à la fin. Et plus de photos que ça. Mais je l'ai déjà dit, du coup. Mais c'est ça pour moi. Mon envie, elle reste Ouais. là. Bah, merci Bah, de beaucoup. rien. Merci beaucoup, Elisa Grossman, d'être venue. Ouais. Bah, de rien, avec grand plaisir. Merci à vous pour cet Bah. accueil chaleureux au sein de cette pièce. Eh bien, hâte de voir la suite Ouais. de votre Oui. univers, Elisa Grossman. Merci, hâte de voir la suite justement pour vous. Oui. J'ai Et hâte de puis revenir tu dans reviendras 40 à l'épisode épisodes. 50. Ouais, j'ai dit 40, mais j'estime 40. Allez. Je reviens pour l'épisode 40. Allez, attention. Ah oui, le micro. Attention. on Ouais, pense vous aux avez déjà auditeurs. massacré mes oreilles une fois, peut-être pas deux. Hein. C'est mon rire. Et bah, du coup, gros bisous, la commu. Oh non, Et gros bisous, la Dynamo. commu. ça suffit. Oh, j'ai postillonné.